Bonsoir et bienvenue dans We Haïti Capable. Ce soir, j'accueille un ambassadeur qui sillonne le pays, pas pour des visites protocolaires, mais pour voir de ses propres yeux si les projets de son pays tiennent leurs promesses sur le terrain. Ce geste-là, simple en apparence, dit beaucoup sur l'homme que je reçois ce soir. Marco Antonio Peñín Toledano représente l'Espagne en Haïti depuis janvier 2024. Il connaît les contextes difficiles. La Havane, Saint-Domingue, Kaboul, Malabo. Ce n'est pas un diplomate de conférence. C'est un diplomate de terrain. Celui qui prend la route vers les NIP, vers le sud, vers le nord, pour voir lui-même de près si les engagements de son pays se traduisent en réalité concrète pour les Haïtiens. Et le terrain en Haïti, il est exigeant. Pourtant, l'Espagne est là. Les deux pays entretiennent des relations diplomatiques depuis 1860. Plus d'un siècle et demi de présence continue. Une présence diplomatique permanente à Port-au-Prince depuis 1952. Un bureau de coopération actif depuis 1989 sur l'éducation, l'eau, la sécurité alimentaire et les droits humains. En 2010, lors du séisme, l'Espagne a déployé la plus grande opération humanitaire de son histoire en faveur d'Haïti. Et en 2026, elle est toujours là, avec plus de 4 millions d'euros investis dans le programme Urba Haïti pour l'accès à l'eau potable au CAI, 25 000 personnes bénéficiaires, des écoles réhabilitées dans le sud-est, des fonds humanitaires renouvelés pour les populations les plus vulnérables de Port-au-Prince et du Grand Sud. Ce soir, je ne veux pas seulement parler de projets et de chiffres. Je veux comprendre ce qui fait qu'un pays, qu'un homme, choisit de s'engager dans la durée. Ce que ça exige, ce que ça produit et ce que ça dit concrètement sur ce qu'un vrai partenariat peut apporter à Haïti. Monsieur l'ambassadeur, soyez le bienvenu dans Haïti Capable. Merci Xavier, merci de votre invitation. Je suis honoré de me trouver parmi vos invités dans ce programme que je suis depuis longtemps. Bon. Félicitations pour cette réussite de montrer une réalité d'Haïti au peuple. Oui. Bon, merci, ça faisait longtemps que je voulais vous interviewer, donc merci pour votre présence. Oui. Commençons directement dans le vif du sujet. Vous êtes arrivé en 2024, oui. Et je voulais commencer par une expérience, un vécu. Au-delà des rapports que vous avez eus pour vous initier à la réalité haïtienne, je suppose qu'il y a des vécus, des expériences personnelles qui vous ont marqué et qui font en sorte que vous avez vu une autre facette d'Haïti suite à vos multiples voyages, interactions avec les Haïtiens et les Haïtiennes. Est-ce qu'il y a un fait marquant, quelque chose que vous pensez caractérise un peu une réalité haïtienne que vous pensez justement par ce message que oui, Haïti capable? Xavier, la réalité d'Haïti est marquée toujours par la violence qui conditionne le reste des aspects quotidiens de la vie en Haïti. Avant de venir ici, bien sûr, j'avais des données sur la réalité, mais c'est une réalité des rapports, comme vous avez dit. Exactement. Et dès que j'arrive au pays en 2024, je me rends compte que la réalité est plus profonde et plus complexe. Bien sûr que j'ai connu des autres conflits internationaux et j'étais en poste dans des pays difficiles, comme vous venez de dire. Mais la violence en Haïti est particulière. Elle est gratuite, elle est chaotique. Elle ne fait pas de différence. Et ça, c'est un aspect, quand on le voit, pour un étranger qui vient d'arriver au pays, c'est très difficile à comprendre. Très, très difficile à comprendre pourquoi le peuple est la victime directe. C'est un pays avec des caractéristiques très difficiles à résumer quand nous parlons d'Haïti. C'est-à-dire, il n'y a pas un conflit technique, il n'y a pas un conflit économique vraiment, il n'y a pas de nationalisme, il n'y a pas de militaires non plus, mais quand même la violence est enracinée dans la société de ce pays, affecte à tout le monde. Pour moi, ça c'est incroyable. C'est très difficile à comprendre. Et aussi la manière d'exercer la violence, pas avec des étrangers ou pas avec un ennemi concret. C'est la victime et la population. La victime sont les jeunes, sont les travailleurs, la victime est monsieur tout le monde ici. Un autre facteur très complexe et unique en Haïti par rapport à d'autres crises internationales,
c'est que Port-au-Prince est la seule capitale du monde assiégée, isolée du reste du monde. Pas d'aéroport, pas de routes ouvertes. Nous sommes enfermés à Port-au-Prince ou plutôt à Pétionville. Je veux dire que ce sont les seuls quartiers sécurisés. Quelle ville au monde est siégée actuellement? Quelle ville au monde est complètement isolée du reste du monde? Aucune. Quand on essaye de traslader ces messages et cette vision dans nos pays, c'est vraiment étonnant pour la mentalité des gens qui ne connaissent pas Haïti et la réalité quotidienne de ce pays. C'est difficile à comprendre. Oui, mais bien sûr. Parlons de la relation d'Espagne avec Haïti, qui s'inscrit dans la durée. Et notre public n'est pas au courant que l'Espagne et Haïti ont des relations diplomatiques depuis 1860. Ça fait beaucoup. Ça fait longtemps. Une coopération qui s'inscrit depuis 1989, plus de 35 ans, et qui s'inscrit dans la durée et qui ne s'est jamais retirée du pays. Je pense que c'est un message fort d'Espagne et de sa relation avec le pays qui s'inscrit justement dans une relation de partenariat, d'écoute et d'un projet sur le long terme. Vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce que vous voyez justement sur ces efforts et comment cela s'inscrit dans la vision de la coopération espagnole? La coopération espagnole est fondée sur les piliers fondamentaux, tels que la stabilité, la paix, le respect aux droits humains, et surtout accompagner les pays où nous fait la destination de nos investissements, et je vais revenir sur ce sujet, et dans des pays qui ont besoin. Haïti est un pays prioritaire pour la coopération espagnole. Et nous nous sommes vraiment développés et nous nous sommes vraiment étendus par tous les pays, surtout à partir du tremblement de terre en 2010, où le budget pour la coopération en Haïti s'est multiplié. Et je parle de plusieurs centaines de millions d'euros depuis 2010. Aujourd'hui, on continue, on est engagé. Et on est engagé pour une seule raison. Nous n'avons pas d'intérêt géostratégique en Haïti. Nos intérêts sont la paix et la stabilité des Caraïbes, parce que les Caraïbes est une région clé pour les intérêts d'Espagne. Ce sont des pays très proches, ce sont des pays avec lesquels nous avons des relations, pas seulement des relations bilatérales, mais aussi nous sommes partenaires, nous sommes amis, nous sommes alliés. Haïti est un ami, Haïti est un partenaire, Haïti est un allié. Et il faut l'aider les peuples. Ça, c'est la politique de la coopération espagnole. Et c'est pour cela qu'on continue pas à dépenser de l'argent. Attention, nous faisons des investissements. Parce que la coopération espagnole, c'est là investir de l'argent, bien sûr, et investir en savoir-faire pour aider à bâtir l'avenir d'Haïti, en ce cas. J'ai dit que vous étiez un diplomate de terrain, et pas un diplomate de conférence. Et vous me disiez que vous venez de revenir d'une mission dans le Sud. Beaucoup de la presse parle d'Haïti, mais à partir de sa capitale. Et il y a toute une autre réalité dans les autres départements. Qu'est-ce que vous avez vu dans ces autres départements, notamment dans le Sud, que vous venez de visiter, qui ne reflète pas la réalité que tout le monde connaît ici dans la capitale? Non, mais bien sûr, il y a différentes réalités en Haïti. Et la réalité à Port-au-Prince n'est pas la même que la réalité du Grand Sud ou du Nord, ou de l'Est frontalier. Nous avons une capitale siégée, comme je venais de dire, où la sécurité et la violence se sont enracinées. C'est pas la même chose dans le Sud. Dans le Sud, on voit qu'il y a une certaine sécurité, mais la pauvreté et les conditions de vie des gens qui se sentent isolés du reste du pays et donc isolés du reste du monde, c'est un facteur pour faire la vie encore plus difficile des gens qui veulent investir, des gens qui veulent travailler, des gens qui veulent étudier et améliorer. Donc, quand je pars en visite et en voyage pour les Grands Sud, pour le Nord, ou pour les zones frontalières, je vois qu'il y a des gens, surtout les jeunes, qui ont une morale qui doit être renforcée. Parce que nous parlons de l'avenir de ces pays. Bien sûr. Et il faut bâtir l'avenir entre tous. Les Haïtiens, les premiers, les Haïtiens d'abord. Ils doivent être bien engagés avec leur propre avenir. Nous faisons une tâche d'accompagnement, une tâche de soutien. Mais la responsabilité finale appartient à eux, bien sûr. Qu'est-ce que je vois quand je sors là? Je vois des gens travailleurs, je vois des jeunes et des enfants
qui méritent un avenir, mais il manque encore les possibilités et les chances. Mais bien sûr, c'est une tâche de responsabilité entre tous. Pas seulement avec la coopération étrangère, la coopération espagnole en ce cas, nous pouvons donner des outils, mais à la fin, la responsabilité finale appartient aux pro-patients. Vous avez parlé d'investissement et je voudrais en parler un peu plus en détail. Lorsqu'on parle d'investissement, on parle de pérennité de l'investissement. Et on a toujours ce phénomène, et tout le monde en parle, c'est quelque chose qui est commun, pas simplement en Haïti, de justement faire en sorte que cet appui de la coopération ait un effet qui dure dans le temps. Vous avez un programme important dans le sud d'accès à l'eau potable, 25 000 bénéficiaires, qui s'appelle Urba Haïti. Quelle est l'approche de l'Espagne justement pour que cet investissement garde son effet dans le temps? Oui, c'est toujours une question qui nous préoccupe. C'est-à-dire, dès qu'on fait un projet, et ce projet réussit, est-ce que ça va continuer après le temps? Ça va durer longtemps après que nous nous retirons? Et on a connu des succès. Bien sûr, on a connu aussi quelques échecs. Mais nous sommes surtout concentrés dans 4 piliers dans la coopération. Et c'est pour vous dire pour m'exprimer après mieux. L'éducation, les cantines scolaires, l'amélioration des petites exploitations agricoles et surtout les projets d'assainissement de l'eau et de l'eau potable, l'accès à l'eau potable. Ce sont des projets qui durent. Mais bien sûr, quand on fait une réparation ou on fait la construction d'un réservoir d'eau et tous les réseaux de tuyaux pour brancher les foyers à ce réseau d'eau, c'est une chose qui va durer. Quand on fait les cantines scolaires, attention, hein, c'est pas seulement pour que les enfants et les écoliers sont bien nourris dans les écoles, c'est aussi un stimule pour que les parents envoient les enfants à l'école. Donc, il y aura une éducation. Et ça, c'est une pérennité, une permanence de cet aspect, de cette aide que nous apportons. Mais aussi, les cantines scolaires apportent un facteur vital pour l'économie locale. C'est stimuler la production agricole des marchés locaux. Parce que ce sont les marchés locaux qui fournissent les cantines scolaires. C'est un gagnant-gagnant. Et nous apportons les piliers. Mais après, il faut continuer et il faut un sens des propriétés des Haïtiens de ce que nous apportons dans la coopération. C'est-à-dire, avec l'assainissement de l'eau et l'accès à l'eau potable. Oui, les réseaux, c'est un projet réussite pour nous. Bien sûr. Pas seulement au CAI, à Jérémy, au Cap-Haïtien, à Limonade, à Mirarouane, à Jacmel aussi. Donc, il y a des milliers de familles qui ont accès à l'eau potable grâce à nos projets de la FCAS et de Urba Haïti, comme vous venez de dire. Mais après, il faut que les familles haïtiennes sentent que la prise d'eau et que l'accès à l'eau potable leur appartient. J'ai parlé beaucoup avec la DINEPA à ce sujet-là pour qu'ils caressent, pour que les Haïtiens caressent ce qu'on les donne. Et par exemple, il faudrait payer un petit peu pour l'accès à l'eau, parce que c'est pas un cadeau. Et que disent les populations? C'est pas un cadeau, c'est un sens de propriété, que ce que je dois les garder bien, et je dois les tenir comme propres. Et aussi pour autofinancer dans l'avenir les réseaux que nous avons donnés. Et quelle est la réaction des populations, justement, de payer l'accès à l'eau? Bon, j'étais dans les kiosques d'accès à l'eau potable. Les prix est très bas. On parle de 5 gourdes pour les... Un montant important d'eau. Ouais. C'est pas un montant important. C'est un montant symbolique qu'il faut, et que c'est pas une question de faire des économies et de gagner de l'argent. C'est une question de donner un sens de propriété. Yeah. Et ça, c'est que la DINEPA, c'est les prochains défis pour la DINEPA, qu'ils sont déjà en gestion 100% de nos projets, et doit révertir cet sens de propriété au peuple. Non, moi, j'ai visité des familles dans leur foyer, à la quartier de la Savane, au CAI, par exemple, ou à Jérémy, à Caracoli. Et les familles sont bien heureuses parce que ce sont des familles avec un niveau de vie très bas, avec très de difficultés dans leur vie quotidienne,
Mais l'effet d'avoir une prise d'eau à la maison a tout changé. Yeah. A tout changé. Et ça n'a pas de prix, hein. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc, on peut dire que pérennité associée à deux variables, appropriation des populations et des autorités et responsabilisation. Est-ce que je peux le résumer comme ça? Mais bien sûr. Et aussi, donner un sens de gestion, d'autogestion. D'autogestion. D'autogestion locale. C'est-à-dire, ce n'est pas les étrangers qui doivent faire la gestion des systèmes que nous apportons. Et même avec les cantines scolaires. Ce sont des organisations locales ou même les mairies qui organisent la gestion des cantines scolaires, pas seulement nous. Hein. Je veux aborder un thème que je sais qui vous tient à cœur et qui est aussi un axe central de la coopération espagnole, c'est le thème des droits humains. Vous appuyez les droits humains via l'appui notamment aux femmes et aux jeunes, mais aussi aux défenseurs des droits humains. C'est un thème sensible, considérant la précarité, disons, sécuritaire que l'on vit, aussi la fragilité institutionnelle, mais aussi cet instinct de survie, de aborder l'immédiat en oubliant un peu les droits fondamentaux. Quelle est l'approche espagnole, justement, dans cette thématique qui est sensible et qui respecte un peu certaines cultures, un élément culturel et un élément de souveraineté du pays? C'est toujours un sujet assez délicat. Et surtout dans un pays où la violence est encore partout. Mais bien sûr, l'Espagne est engagée avec les droits de l'homme. L'Espagne est engagée avec les droits des femmes et des enfants. Et surtout des enfants qui sont femmes, les petites, parce qu'ils sont la première victime de la violence en Haïti. Yeah. Il faut défendre ces droits. Comment est-ce qu'on fait? Bon, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs projets. Nous ne sommes pas les seuls qui montrent ces discours. Mais bien sûr, il faut toujours montrer l'engagement. Montrer l'engagement pour la défense des droits de l'homme et surtout les droits de la femme et des enfants. Bien sûr, c'est une violence à double sens, attention, hein. C'est pas seulement la violence des gangs. Il y a aussi une autre violence. Intrafamiliale. Et voilà. Exactement. Et voilà. Donc, l'éducation. Yeah. Il faut parler. Il faut en parler. Et il faut donner un message que tout le monde doit être conscient. Et il faut dénoncer les abus. Hein? Et il faut renforcer aussi les outils de l'État pour défendre ses propres citoyens. Donc, des projets pour améliorer l'efficacité des secrétaires judiciaires, c'est un bon exemple qu'on est en train d'étudier comment faire. Mais aussi, attention, il y a un secteur de la population très vulnérable aujourd'hui. Ce sont les déplacés. Yeah. Et les déplacés vivent dans des conditions très dures. Donc, on ne parle plus de coopération. On parle d'aide à la crise humanitaire. Il y a une crise alimentaire, il y a une crise humanitaire, parce qu'il y a il y a une crise sanitaire aussi. Donc, cette année, par exemple, on a apporté un cargo assez important pour protection civilisation et donné des matériels humanitaires pour les chambres de réfugiés, des déplacés. Et ça, pour nous, ce sont des tout petites aides, mais petit à petit, on fait un grand temps d'aide pour la population haïtienne. On est fiers de ce qu'on fait ici. Nous sommes très conscients que ce n'est pas suffisant, qu'il n'y aura pas une solution facile et vite, mais nous apportons notre aide pour que l'avenir d'Haïti soit plus clair. Je veux aborder un thème, et surtout pour notre public qui a peut-être une compréhension différente ou il lui manque des éléments sur le rôle de la coopération. Avant tout, la coopération espagnole s'inscrit dans une coordination aussi européenne, s'inscrit aussi dans une coordination de toute la coopération des partenaires dans le pays. Mais on a peut-être tendance, dans certains secteurs de la population, de voir la coopération comme un élément où il y a des duplications, pas d'appropriation. Peut-être ça crée une dépendance et pas un transfert des capacités. Qu'est-ce qu'on répond à ces peut-être critiques, peut-être ces appréciations qui ne sont pas correctes, et comment justement on trouve des éléments où on établit des synergies ou un transfert des capacités et pas simplement une relation donnant et recevant?
Non, c'est toujours un souci permanent quand on pose la question. Et la duplication de l'aide, le manque de coordination entre les différents acteurs de la coopération internationale, c'est difficile à trouver une solution effective. Et nous sommes conscients qu'il y a plusieurs acteurs et on essaye de faire des choses. D'abord, un examen propre. Dire, bon, quels sont nos vecteurs de la coopération en Haïti? Ils sont différents, donc il faut les coordonner. On a développé l'alliance ProSan, par exemple, que c'est une alliance de tous les acteurs et ONG espagnols ou qui sont soutenus par l'Espagne dans les grands Sud pour coordonner les politiques, savoir qu'est-ce qu'il a besoin et qu'est-ce qu'il fait chacun. Donc, unir les énergies pour avoir la même direction de nos objectifs. Mais c'est encore plus important parler avec les autorités haïtiennes. Parce que ce n'est pas notre coopération, ce n'est pas une coopération indépendante. C'est-à-dire, nous ne faisons ce que nous voulons. Nous parlons et nous essayons pas de coordonner, mais de savoir les besoins de l'État haïtien. Donc ça commence par l'écoute. Mais bien sûr. Dès qu'il y a un nouveau ministre ou un nouveau membre du gouvernement ou une nouvelle autorité, un nouveau directeur départemental de n'importe quel secteur, je vais les visiter. Et ma question est toujours la même. Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Ce n'est pas une aide indépendante et qui ne s'intéresse pas aux autorités ou aux besoins de la population. Ce n'est pas une coopération déjà établie en avance. Non, non, non. On s'adapte aux besoins dans chaque région, bien sûr. Et pour cela, il faut se coordonner avec les autorités et avec les différentes ONG espagnoles et haïtiennes, parce que nous travaillons avec des ONG haïtiennes aussi. Et nous étudions les besoins. Nous étudions la façon de rendre plus efficaces les investissements en coopération que nous faisons. Oui, vous avez dit justement que dans vos échanges avec les autorités, vous leur dites qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire. Et ça, c'est un thème important. Parlons de ça dans le thème électoral. Nous rentrons dans une phase électorale, un processus qui est en train de se dérouler. L'Espagne aussi est un acteur de la coopération intéressé au processus électoral. Quelle est la nature de votre engagement en ce moment, sachant que c'est un processus en pleine évolution, mais quels sont vos échanges initiaux et qu'est-ce que vous considérez comme axe d'appui dans le domaine électoral? C'est bien parler aussi de cela, parce que notre rôle en Haïti, ce n'est pas 100% la coopération. On a parlé beaucoup de coopération et c'est très important, mais aussi il faut parler de l'accompagnement politique que nous donnons et que nous apportons aux autorités haïtiennes. Et vous venez de dire avant, nous sommes ici depuis longtemps. En fait, nous n'avons jamais quitté le pays. Jamais. Même pas dans les pays locaux, même pas dans les grandes crises politiques, même pas en mars 2024 où plusieurs ambassades se sont évacuées. Nous avons resté toujours et nous sommes fiers d'avoir gardé une politique d'accompagnement avec Haïti dans les pires et dans les encore plus pires moments. Nous avons été ici toujours et nous avons été toujours à côté des autorités pour la stabilité, pour mettre point sur la violence et surtout pour aider la population et le peuple haïtien à obtenir et réussir le fait d'avoir un pays stable, un pays avec avenir. Pour cela, nous considérons que l'organisation d'élections est fondamentale aujourd'hui. Avoir un calendrier, un chronogramme précis sur les élections bien sûr, élections transparentes, élections bien organisées, élections qui donneront légitimité au prochain gouvernement, ce qui est absolument nécessaire. Avoir un gouvernement avec légitimité après une élection populaire et démocratique. Il y a eu des élections avant dans ces pays et l'Espagne était présente. Sans se mélanger dans la politique et dans les campagnes, bien sûr, nous sommes neutres. Nous sommes un pays ami de tout le monde. Mais nous avons envoyé des équipes d'observation électorale avec l'OEA, avec l'Union européenne. Nous avons financé une partie de l'organisation des élections et nous écoutons tout le monde. Nous avons écouté les différents candidats, bien sûr.
Je vais savoir qu'est-ce qu'il pense. Je vais savoir quelle solution il peut-il apporter à ces pays. Mais une chose, c'est l'accompagnement, et une autre chose, c'est l'ingérence. Et l'ingérence, c'est une ligne très fine. Il faut, dans les métiers d'un diplomate, il faut savoir où sont les limites. Et cette limite est très difficile à savoir, mais aussi indispensable à le faire bien. Bien sûr. Donc, nous sommes avec Haïti. Nous sommes pour les élections, comme je vous ai dit. Nous sommes pour la stabilité du gouvernement actuel, qu'il doit être renforcé pour arriver à des élections bientôt. Et nous y serons avec eux. Restons dans le thème électoral, mais un petit détail. Haïti Capable donne une priorité à la jeunesse. Et nous considérons que c'est un axe fondamental lorsqu'on parle d'opportunités, de potentialités pour le pays. Sa jeunesse. Ces élections vont être les élections de la jeunesse. Une jeunesse qui n'a pas voté depuis 2016. Une jeunesse, un jeune de 18 ans à l'époque, ou une jeune de 18 ans aujourd'hui, 28 ans. Il ne connaît pas un processus électoral. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes qui ne connaissent pas et qui aujourd'hui vont découvrir un processus qui commence par un débat sur un projet de société, un choix qui va se matérialiser par un vote? Qu'est-ce que vous leur dites? Je dis que la démocratie, ce n'est pas un cadeau. Je voudrais dire aux jeunes que la démocratie, il faut l'apprendre, qu'il faut bien se renseigner, qu'il faut écouter les différents candidats et il faut toujours participer. Parce que la démocratie, c'est une chose qu'on manque quand nous ne la profitons pas. Exactement. On parle beaucoup de démocratie dans les temps de dictature, on parle de démocratie dans les temps de guerre ou de crise. Mais quand nous profitons de la démocratie, parfois, il y a des gens qui la méprisent ou qui ne l'exercent pas comme ils voulaient le faire dans des temps différents. Donc, il faut jouir de la démocratie. Il faut la profiter. Il faut participer à tous les niveaux. Je ne dis pas que tout le monde doit appartenir à un parti politique. Non. Mais il faut se renseigner. Il faut savoir qui se présente et il faut voter pour les candidats à leur choix. Ça, c'est la légitimité d'un système démocratique. Et ça, c'est le schéma pour trouver une stabilité politique à ce pays dont il a si besoin. Donc, votre message est participer. Participer, et pour les autorités et la communauté internationale, donner les facteurs et donner les conditions pour avoir une participation assez haute et avoir une participation et des résultats transparents et légitimes. Je veux passer à une note personnelle. Je sais que vous avez reçu, et bon, on en a parlé d'ailleurs, une institution de la société civile qui s'appelle REVCAD, qui travaille sur la protection des droits des femmes et des jeunes. Je reviens à une thématique qui vous intéresse. Et vous l'avez dit à ce moment, notre raison d'être, c'est vous. Et ça, c'est quelque chose de très personnel qui émane de votre personne. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Pour savoir et faire connaissance de la réalité d'un pays, il faut parler avec les gens et pas seulement avec les autorités. On a parlé peut-être trop des autorités aujourd'hui et très peu du peuple. Vous commencez cette rencontre en disant que je voyage par les pays, mais bien sûr, il faut le faire malgré les conditions dures de transport et de sécurité. Il faut faire connaissance de la réalité de ces pays sur le terrain, mais pas seulement pour visiter en toute vitesse. Il faut parler avec les gens, avec les jeunes, avec les enfants, et il faut parler avec les professeurs des écoles et savoir qu'est-ce qu'il y a, savoir qu'est-ce qu'il se passe dans les écoles, quelles sont les conditions, assez souvent très dures pour les professorats, assez souvent très dures pour les familles agricoles dans la montagne, n'importe où. Il faut faire connaissance de leurs sentiments, de leurs angoisses, de leurs besoins. Je ne suis pas un politicien. Parfois, ça semble que je parle comme un politicien, mais non, ça c'est la réalité d'un diplomate qui doit faire connaissance du pays où je suis en poste pour savoir comment est-ce qu'il faut faire et accompagner ce pays. Avec les enfants, je leur dis qu'ils sont l'avenir. Ils sont l'avenir de ce pays. Il faut apprendre à lire, il faut apprendre à parler, il faut apprendre des mathématiques. Il faut se préparer pour avoir une morale et avoir une formation assez forte et devenir n'importe quoi, devenir des entrepreneurs.
devenir des agriculteurs, parce qu'il faut, hein, parce que ce pays doit avoir une souveraineté alimentaire, et il faut des agriculteurs et des éleveurs dans les petites farms qui doit monter, qui doit apporter à ce pays cette souveraineté alimentaire, mais aussi les gens doivent être bien formés. Ça, ils doivent être bien élevés avec une culture et pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur propre avenir. Mais aussi, il faut montrer un message. Ils ne sont pas seuls. Et ça, c'est extrêmement important. Vous n'êtes pas seuls. L'Espagne est avec vous. Yeah. La communauté internationale est avec vous. Nous sommes engagés avec vous. Hein? Bien sûr, votre avenir vous appartient. Et nous sommes avec vous. Et il faut qu'ils se rappellent qu'il y avait des Espagnols ici qui ont venu pour les aider. Et ça, c'est un de mon objectif ici. C'est pas seulement avoir des relations bilatérales excellentes que nous avons aujourd'hui avec les autorités haïtiennes, mais aussi avoir des relations humaines avec les peuples haïtiens. Qu'ils sachent que les Espagnols sont ici pour de bon. Merci, ambassadeur. D'ailleurs, je vais citer un article de El País, le fameux journal espagnol que tout le monde connaît. Il y a quelques jours, ils ont publié un article sur l'aide officielle au développement, qui a enregistré l'année dernière la chute la plus importante depuis son origine. L'aide descend dans le monde entier. L'année dernière, c'était moins 23%. Et vous me disiez, juste avant qu'on préparait cet entretien, que l'aide espagnole en Haïti va enregistrer justement une nette augmentation. Vous pourriez nous en dire un peu plus? Ce sont des temps difficiles. Yeah. Ce sont des temps difficiles. La crise, ce n'est pas une seule crise en Haïti. Nous avons plusieurs crises très graves et très sérieuses. Nous avons plusieurs conflits armés partout dans le monde. Bien sûr. La crise haïtienne appartient à ces listes, mais n'est pas le numéro 1 non plus. Hein. C'est très, très sérieux ici, mais il y a des conflits internationaux qui sont plus protagonistes que les conflits haïtiens, malheureusement. Donc, d'abord, il faut parler d'Haïti. Il faut parler ailleurs. Mais aussi, il faut s'engager avec les principes que nous avons. Les principes, comme je venais de dire, les principes de la paix, la stabilité et les droits de l'homme. Et pour cela, il faut s'engager. Il y a des difficultés budgétaires, mais bien sûr, mais l'effort du peuple espagnol est clair. Nous avons augmenté le budget de la coopération pour 2025, pas seulement en Haïti, mais dans les projets généraux de notre ministère des Affaires étrangères et du Développement. En Haïti, nous sommes fiers de dire que nous avons diminué nos engagements économiques pour la coopération. En fait, nous l'avons augmenté, un tout petit peu, mais c'est déjà un geste. Augmenter la coopération. Quand il y a d'autres pays qui la diminuent ou même qui se retirent complètement, pour nous, c'est une fierté de dire que nous sommes dans le bon sens. Nous sommes engagés vraiment. Et c'est ça qu'il faut donner ces messages aussi, hein, que nous sommes bien engagés avec les peuples haïtiens. Et votre message est très bien reçu. Haïti Capable est justement à cette raison d'être, d'inviter des acteurs et des actrices qui parlent de cet Haïti qui peut, mais qui fait déjà. Et donc, c'est ça, c'est logique. Qu'est-ce qui vous fait dire oui, Haïti Capable, dans le cadre de votre travail? Haïti est capable toujours. La population d'Haïti est capable. Ils sont travailleurs. Hein? Ils sont bien, ils sont sérieux. Et ils sont très dénoués à ce qu'ils font. Mm-hmm. Donc, ça c'est un facteur fondamental pour les possibilités et la potentialité de ce pays. On pourrait dire une chose. Il faut, et c'est pas moi qui l'a pensé. C'était une autorité haïtienne. Il faut changer la coopération pour le commerce. Il faut changer la coopération pour les investissements. Ça, c'est un pays avec une potentialité énorme dans le secteur touristique, dans le secteur agricole, dans le secteur des ressources naturelles, mais aussi, il est dans une partie du monde stratégique. Hein. Ils sont au milieu des Caraïbes, entre les États-Unis et le canal du Panama. Donc, pourquoi nous ne profitons de ces avantages pour développer les pays avec les potentiels humains qu'ils sont? Vous avez du potentiel. Les Haïtiens, ils l'ont. Aid for trade.
Il faut arriver à ce jour où la coopération n'est plus nécessaire et il faut les investissements. Et pour cela, il faut compter surtout avec la jeunesse haïtienne et la capacité et potentialité du peuple haïtien. Nous croyons à ça. Et, par exemple, le secteur hôtelier de l'industrie touristique espagnole est très puissant. Mm-hmm. Et ils sont partout dans les Caraïbes. Je parle maintenant de commerce, des investissements, je parle des travaux. Il faut faire venir les groupes hôteliers en Haïti. Les groupes hôteliers espagnols sont très puissants à Cuba, en République dominicaine, à la Jamaïque, n'importe où. Et bien sûr, il faut les conditions sécuritaires de la violence, il faut les conditions sécuritaires de la justice, une sécurité juridique aussi pour les investissements. Donc, apportons maintenant les bases pour bâtir cette chemin où les investissements prendront le protagonisme et pas la coopération. Malheureusement, cette conversation pourra avoir lieu pendant des heures, mais on doit toujours arriver à une fin. Et je voudrais vous poser une dernière question. Comme tous les ambassadeurs, vous avez un cycle et votre mandat prendra fin dans quelques années. Si vous deviez vous projeter à la fin de votre mandat, quelle serait l'action dont vous direz « j'ai fait mon travail » Bon, j'espère avoir encore un long terme ici. C'est une très bonne chose. Parce que bien si les conditions sont dures, bien si c'est un pays avec des difficultés, pour moi c'est un défi professionnel et personnel. Mm-hmm. Les jours que je parte, bon, j'espère avoir laissé des messages. D'abord, que les diplomates espagnols sont des professionnels engagés avec leur métier et engagés avec les pays amis, comme Haïti. Mais surtout, il faut laisser un message, et ça c'est mon objectif tous les matins. Que tout le monde en Haïti sache que l'Espagne est avec eux. Que l'Espagne les accompagne. Que l'Espagne reste ici et restera pour longtemps. Comme je viens de dire, un pays ami, un pays allié et surtout un pays partenaire. Nous sommes ici et nous resterons, j'espère que permanemment. Donc, c'est ça, avoir la sensation, pas seulement pour les autorités, pour le peuple haïtien, pour la jeunesse, pour monsieur tout le monde en Haïti, qu'ils sachent que l'Espagne est ici et que c'est un pays qui les a aidés dans les pires moments. Je pense qu'avec ces paroles, je veux vous remercier. Je pense que si on peut faire un petit résumé, l'Espagne croit en Haïti capable. Mais bien sûr. Je vous remercie. Merci, ambassadeur. Encore merci de nous avoir et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci. Merci pour votre franchise et pour ce que votre présence ici, concrètement, représente. Vous avez dit quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête. Vous êtes venu à Port-au-Prince, non pas pour observer Haïti, mais pour travailler avec Haïti. Et ce n'est pas un détail, c'est une posture. Et cette posture change tout. Et ce qui permet de tenir cette posture dans le temps, c'est quelque chose que j'entends rarement dans les conversations sur Haïti. Un mot simple, presque banal ailleurs. Ce mot, c'est continuer. Continuer quand les rapports sont difficiles. Continuer quand les résultats prennent du temps. Continuer quand d'autres sont partis. Continuer parce qu'on croit profondément que ça vaut la peine. C'est ce que l'Espagne fait. Et dans un monde où l'attention internationale se déplace au rythme des crises, où les engagements durent dans le temps d'un titre de presse ou d'une conférence des donateurs, cette continuité-là n'est pas un détail de protocole. C'est peut-être la forme la plus exigeante et la plus sincère de la solidarité. Mais ce que cette conversation m'a surtout rappelé, c'est ceci. La coopération internationale, à son meilleur, ne vient pas se substituer. Elle vient renforcer. Ce n'est pas la même posture. Renforcer, c'est investir dans les capacités qui existent déjà. C'est faire confiance aux institutions, aux professionnels, aux communautés qui, chaque jour,
trouvent des solutions ici avec ce qu'ils ont. La vraie réussite d'un partenariat, c'est quand il rend ceux qui l'accompagnent plus capables, plus autonomes, plus souverains dans leurs choix. Le vrai chantier de cette génération, ce n'est pas de multiplier les appuis, c'est de les absorber autrement, de faire de chaque partenariat une opportunité de renforcer ce qui est haïtien, les institutions, les expertises, les décisions, de passer progressivement mais résolument du statut de bénéficiaire à celui d'architecte de son propre développement. Pas parce que ses partenaires le croient, mais parce que Haïti le décide. À très bientôt pour un nouvel épisode de We Haïti Capable.